Bonjour à tous, aujourd'hui les amis nous allons ouvrir un dossier très spécial, celui d'une légende, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Monsieur Éric Cantona. Et ce qui est assez fou avec Cantona, c'est qu'en fait, peu importe qui tu es et ce que tu fais, il n'y a pas besoin d'être fan de foot pour connaître Cantona. Ton oncle, ta tante, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ta cousine, peu importe, tout le monde connaît Éric Cantona. Et on va pas se mentir, c'est pas pour rien. Athlète, photographe, acteur, réalisateur, peintre, égérie, compositeur, chanteur, directeur sportif, des terrains de foot aux marches du Festival de Cannes, le nom d'Éric Cantona a résonné dans le monde entier. Mais moi ce que je me suis demandé c'est comment un petit garçon du sud de la France qui aimait juste jouer au foot par plaisir a réussi à totalement révolutionner une industrie. Parce que dans le monde du foot, et on peut même élargir au monde du sport, on n'a jamais vu un garçon comme ça. Honnêtement je pensais pas que son passage avait eu autant d'impact dans l'histoire, et l'histoire avec un grand H. Et comme vous pouvez vous en douter, si certains en ont fait un roi, d'autres ont tout fait pour lui pourrir la vie. Mais vous inquiétez pas sur ce point là, quand il fallait répondre, il avait pas sa langue dans sa poche. Que je continue à dire que je leur pisse au cul. Bref, l'histoire est juste passionnante, alors installe-toi bien, sors les popcorn. Bienvenue dans le monde d'un extraterrestre. J'avais jamais connu ça. Être aussi cruel, quoi, une telle haine. Et qu'un jour on touche à vos enfants et qu'on vienne faire ce qu'on m'a fait à moi. Nous avons pris la décision d'exclure Éric Cantona. On ne met pas Éric sur le banc. Comprennent qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Manchester United has today suspended Eric Cantona. I'm not a man. I am Cantona. L'extrait sonore que vous venez d'entendre est issu du film Looking for Eric où Cantona, l'acteur, joue le rôle de Cantona, le joueur de foot à la retraite. Un très bon film que je vous recommande en plus de cette vidéo évidemment, sauf que bien sûr, il n'est pas disponible en France. Faut le louer ou l'acheter, c'est relou. Mais heureusement, il y a un merveilleux outil qui existe, ça s'appelle CyberGhost VPN et c'est le partenaire de cette vidéo. Pour ceux qui vivent encore dans une grotte et qui ne savent toujours pas ce qu'est un VPN, c'est un logiciel bien pratique qui te permet à la fois de naviguer sur internet de façon hyper sécurisée, mais aussi de te localiser un petit peu où tu veux sur la planète. Et CyberGhost, ils sont présents dans 100 pays, donc ça laisse quand même pas mal de possibilités. Grâce à eux, on va pouvoir changer de pays en quelques secondes et se localiser dans le royaume d'Eric, au Royaume-Uni, où là-bas le film est disponible gratuitement sur ITVX ou alors sur Prime Video si vous avez déjà un abonnement. Ça marche évidemment avec des tonnes de films et de séries sur plus de 35 services de streaming, les Netflix, Amazon Prime, Disney+, disponibles sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre télé connectée et même sur vos consoles. Et un abonnement permet de sécuriser 7 appareils simultanément. Bref, si tu veux rejoindre les 38 millions d'utilisateurs qui l'utilisent déjà, t'as juste à cliquer sur le premier lien en description. Et en plus, ils nous ont même filé une offre spéciale pour la vidéo grâce à laquelle vous obtenez 83% de réduction et 4 mois offerts. Un grand merci à eux et puis nous, on file à Marseille, on nous attend. L'histoire débute le 24 mai 1966 dans la cité phocéenne, où naît un petit garçon du nom d'Éric Daniel Pierre Cantona. Un bébé issu d'un métissage méditerranéen, des grands-parents sardes d'un côté et catalans de l'autre, qui s'inscrit totalement dans ce qu'est Marseille. Une ville qui brille par toutes les origines et qui rassemble des populations du monde entier. C'est dans une maison du 12e arrondissement de la ville, au milieu des collines, que va grandir le petit Éric, aux côtés de ses deux frères, de qui vous allez voir il est très proche, et de ses parents Albert et Éléonore. Contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, c'est un gamin plutôt timide, qui a quelques difficultés quand même à s'exprimer à l'école, mais qui se transforme totalement lorsqu'il rentre chez lui. Capable par exemple de briser une table de ping-pong en deux à l'aide juste de son poing, juste parce qu'il avait perdu. Il a donc déjà un petit caractère. Mais à côté de ça, il se montre intéressé par beaucoup de sujets et il est à l'écoute de tout le monde, surtout de ses grands-parents, dont il adore écouter les histoires. La façon dont deux d'entre eux ont combattu le franquisme, ont été capturés par la police de Vichy pendant la guerre puis enfermés dans un camp de détention, la vie des deux autres en Italie, leur venue en France. Tout ça, ça lui plaît et ça va forger petit à petit le petit garçon qu'on découvrira devant nos écrans de télévision 10 ans plus tard. Bon, et il va falloir à un moment attaquer le sujet du foot. De sa maison, il avait vu sur un terrain, celui du petit club des Caillols, qu'il va au passage rejoindre dès ses 6 ans aux côtés d'un certain Christophe Galtier. En plus de ça, son père est passionné de foot, l'entraîne souvent avec ses deux autres frères, et oui, de temps en temps, il les amène dans l'antre du football marseillais, le Stade Vélodrome. Et l'OM de l'époque, c'est vraiment pas mal, surtout que ça joue la Coupe d'Europe assez souvent, et c'est lors d'une de ces soirées européennes que le petit Éric va avoir le déclic.
L'OM reçoit l'Ajax d'un certain Johan Cruyff et il découvrit là un football qu'il n'avait jamais vu auparavant. Du spectacle, des passes à tout va, il était déjà passionné, mais là ça va devenir presque un fanatique. Avec son club de quartier, il va jouer plus de 200 matchs, dont les premiers quand même au poste de gardien de but. Oui, il était plus grand que les autres, donc forcément on l'a mis dans les cages, sauf que vu qu'il se faisait trop chier, il a demandé à changer. Il est passé attaquant et ça a plus bougé pendant les 24 années qui ont suivi. Selon Wikipédia, il a marqué des centaines de buts avec son club, en étant l'attaquant vedette de l'équipe, très adroit devant les cages, et c'est une équipe qui pendant presque 10 ans n'a quasiment pas connu la défaite. Son équipe, c'est la Royal Academy en fait. Précis, pointu, affûté. Eric continue sa croissance petit à petit, il passe des vacances dans les Alpes ou dans un cabanon près de Martigues. Il a une enfance assez simple qui lui convient parfaitement mais qui va vite disparaître dans quelques années. Mais en attendant, il rejoint le collège de la Grande Bastide à Mazargues, en section sport-études, un truc un petit peu nouveau en France. Et là-bas, il va être très bien encadré et va travailler un maximum pour s'améliorer sur le terrain, dans l'espoir de rejoindre un jour le centre de formation d'un club professionnel. Évidemment, vous vous en doutez, il est très doué avec le ballon, et en tant que bon Marseillais, forcément, il va rejoindre l'OM. C'est pas si simple que ça, l'OM le trouve trop lent, donc ils en veulent pas. Un an plus tard par contre, ils prendront son frère Joël au centre de formation, mais Eric, bah désolé mais c'est pas pour toi mon gars. Ça on lui dit pas directement donc ça va pas trop l'atteindre. Lui il veut juste marquer des buts. Et en 1981, il participe à un tournoi dans le sud où il brille particulièrement. La Géocère et l'OGC Nice le repèrent. Nice à l'époque c'est un mastodonte du football français qui se partage les talents du sud avec l'OM. Et Auxerre, bah, c'est un club qui est professionnel que depuis 2 ans. Alors certes ils sont arrivés en finale de la Coupe de France en étant amateurs, mais c'est à peu près tout quoi. Il se rend donc à Nice visiter les installations, mais il a pas un feeling de dingue, hein, d'autant plus qu'il demande un maillot du club et on refuse de lui donner, on lui demande de payer. Voilà comment Nice a raté Eric Cantona. Et moi je devais signer à l'OGC Nice, et à Nice j'avais voulu un fanion du club, il m'avait fait payer le fanion quoi. Et puis il y a Dubord, le sélectionneur d'Auxerre qui vient me voir, parce qu'il était intéressé quoi. J'ai dit bon je vais monter quand même quoi, ça me fait un petit voyage en train quoi. Il fait un petit stage là-bas, ça se passe super bien aux côtés des formateurs bourguignons. Il rencontre un certain Giroud, l'ambiance est top. Il s'amuse et la Géocère quand il s'en va lui donner un sac rempli de maillots gratuitement. Il n'y a pas à faire les crevards comme ça, évidemment il va vouloir choisir Auxerre, sauf que ses parents ils sont pas du tout d'accord. C'est beaucoup trop loin par rapport à Nice, le climat est différent. Tout le monde a peur pour lui, mais il est tellement convaincu, il est sûr à 100% que bah, il va réussir à les convaincre. Donc il monte dans le train. Direction Auxerre. À Auxerre, ben, la régalade continue, hein. Il se fait une bande de potes avec notamment un certain Basile Boli et ils s'amusent. Ils passent tous leur temps à faire des conneries, se font reprendre par Giroud, mais gentiment. Et sur le terrain par contre, faut être solide. La formation des jeunes à Auxerre est mentalement difficile. Les plus faibles en vrai, ils sont un petit peu écartés au fur et à mesure. Mais ça va, y a pas de souci pour Eric, tous les ans il est conservé. Tout le monde s'accorde à dire que dans les pieds, on est d'accord, il est pas comme les autres. Voilà, il a un truc en plus, on le sait, vous le savez. Beaucoup d'espoirs sont placés en lui. Il est appelé avec l'équipe de France des moins de 17 ans et il va déjà aller gagner un premier trophée, la Coupe Gambardella avec l'AGA qui va lui permettre de jouer ses premières minutes en pro. Mais on va pas se mentir, c'est surtout avec l'équipe réserve qu'il va prendre ses marques. Il est jugé encore trop jeune et trop tendre. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que cet homme est un extraterrestre, il est pas comme les autres. Exemple, lors de cette même saison, il y a un match de Coupe de France face à Cournon-le-Cendre. Et Cantona a la chance de jouer quelques minutes avec les pros. Il se fait tacler une première fois, il se refait tacler, sauf qu'il commence à répondre et ça s'embrouille un petit peu. Le défenseur prend un carton rouge, lui non, et après le match, il y a 10 joueurs de l'équipe adverse qui l'attendent à la sortie du vestiaire pour lui casser la gueule. Eh ben jamais de la vie, il va prendre la fuite. Non, il a couru dans le tas, 10 contre 1. Rien à foutre. Il met une droite, deux droites, il commence à mettre des coups de pied avant que tout le monde les sépare. Ce mec n'avait peur de rien, ce qui est un énorme avantage mais qui peut aussi être un inconvénient. Autre exemple, toujours lors de cette même année, à la trêve hivernale, Giroud organise un stage à la montagne avec les pros et Cantona y est convié. Il y a une activité ski de fond et ça tombe comme par hasard pile au même moment où il y a les championnats de France de jeunes de ski de fond. Toute l'équipe va faire l'activité et à la fin, le staff d'Auxerre regarde les résultats. Non seulement Cantona a fini premier de tous les joueurs d'Auxerre avec 1,5 km d'avance, mais en plus il a fait le 5e meilleur temps des championnats de France, alors que le mec n'avait jamais mis les pieds sur des skis. Ça n'a aucun sens. Et il y a encore un autre truc qui a retardé un petit peu ses débuts en professionnel, c'est le service militaire, qui n'échappe à personne. Giroud il est malin, il se débrouille pour qu'il fasse son service militaire juste à côté d'Auxerre, pour qu'il puisse continuer à venir s'entraîner. Il espère aussi très fort secrètement que les militaires ils vont lui faire aucun cadeau et que si ça peut régler 2-3 problèmes de discipline et calmer un petit peu son caractère, ça serait que bénéfique. Mais voilà, c'est très mal connaître Eric Cantona. Un jour il y a un de ses supérieurs qui lui a demandé de se raser la tête.
Bien sûr qu'il a refusé, il déteste l'autorité, il voit pas pourquoi un militaire déjà est supérieur à lui et en plus va lui donner un ordre qui n'a aucun sens. On l'a donc envoyé 300 km plus loin ramasser des patates, mais c'était le plus heureux parce qu'il avait fait chier son commandant. Et cette période un petit peu plus loin d'Auxerre, ça lui a permis de découvrir les boîtes de nuit, de faire une mission humanitaire au Gabon où il a failli mourir après avoir consommé une drogue locale. Et voilà, il est même pas pro, l'histoire est déjà incroyable. Et la saison d'après c'est pareil, il reste en réserve et il joue quelques bouts de match, surtout à la fin de la saison. Il marque même ses 2 premiers buts en championnat, un premier face à Rouen et un deuxième face à Strasbourg. L'équipe est en galère, elle perd 1-0 à la mi-temps et elle doit absolument ne pas perdre pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe. Donc là vous imaginez le vestiaire d'Auxerre à la mi-temps et il y a un petit jeune qui se lève, Eric Cantona, et qui déclare face à tout le monde, tranquille, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Voilà, retour des vestiaires, il prend le ballon, il fait tout seul, il marque de 30 mètres, Auxerre jouera la Coupe d'Europe. Ça c'est Eric Cantona, c'est pas de l'arrogance, juste il dit ce qu'il pense, et il était persuadé que voilà c'était son moment, qu'il allait marquer, et qu'il allait le faire, il avait pas besoin des autres, donc il le dit. Mais il veut pas se la péter. À l'intersaison, à Auxerre, on commence vraiment à réfléchir à que faire de Cantona, est-ce qu'on le met titulaire ou est-ce qu'on fait autre chose? Son talent ne fait aucun doute, mais Giroud a besoin qu'il arrive à se gérer encore un peu plus. Il a peur qu'à tout moment, il pète un plomb. Parce qu'il y a encore un autre truc que je vous ai pas dit, c'est qu'avec les jeunes de l'équipe de France, il a été invité à jouer un tournoi de foot en salle, en URSS. Et l'arbitre, il a fait un petit peu n'importe quoi pendant le tournoi, d'après Cantona. Et il a eu le malheur de lui cracher au visage. C'est pas ouf. Le truc qui pose encore plus de problèmes, c'est que, en fait, c'était pas vraiment un arbitre, c'était un commandant de l'armée rouge. À cette époque, on est toujours en pleine guerre froide, voilà, Cantona a failli déclencher un incident diplomatique entre la France et l'URSS. Mais grâce à Giroud, personne ne l'a jamais su. Enfin, on le sait aujourd'hui, mais voilà, Cantona il est bien grand et tout le monde en a rien à foutre. Voilà pourquoi il sait pas quoi faire. Et des fois, la vie fait bien les choses, Giroud ne va pas avoir à prendre de décision, Cantona va lui donner tout seul. Pendant l'été, il rencontre une certaine Isabelle pendant un mariage dont il tombe éperdument amoureux. Leur relation démarre à 200 à l'heure, ils passent tout l'été ensemble. Il vient de rencontrer la femme de sa vie. Sauf qu'elle, elle a pas fini ses études, elle est à Aix-en-Provence, lui à Auxerre. Vous commencez à voir le petit problème qui va se poser. La saison reprend et Cantona, que tout le monde demande à voir, a la tête ailleurs et le corps fragile. Il tombe malade, il rate beaucoup de matchs et lorsqu'enfin il revient sur les terrains, il est nul. Auxerre ne gagne plus, ils sont donc contraints d'acheter un nouvel attaquant, Roger Boli, qui lui marque but sur but. Quand on n'a plus sa place, il va donc être envoyé du côté de Martigues, une ville située juste à côté de Marseille et donc de Aix-en-Provence. Le club lutte pour se maintenir en première division et là-bas il va marquer quelques buts et avoir aussi ses premiers coups de sang. Il prend notamment 2 cartons rouges, en quelques mois c'est quand même beaucoup, mais dans l'ensemble il a été plutôt bon, ce qui lui permet l'été suivant de retourner à Auxerre et cette fois-ci avec Isabelle qui a fini ses études. Il signe son premier contrat professionnel, il a 20 ans, il est titulaire en Ligue 1 et il va tout casser. 21 buts cette saison-là, la France découvre un ado au crâne rasé qui est juste exceptionnel. En plus de ses buts, les médias vont très vite être fascinés par ce spécimen qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Parce qu'à côté du foot, lui est passionné par l'art, la poésie, la philosophie. Il parle à la presse, il dit tout ce qu'il pense, il fait des déclarations insensées. Il en impose, il casse tous les codes des autres joueurs de foot. Tout le monde ne parle que d'Eric Cantona. À côté de ça, heureusement qu'il y a Giroud parce qu'il fait quand même quelques conneries. Mais vu qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, pas de film, il n'y a pas de vidéo sur tout ce que je vous raconte, et ben ça va, il est plutôt protégé. Imaginez que lors d'un match amical en Pologne en 2024, un joueur reçoive un œuf de la part du public parce qu'il a été trop fort sur le terrain et que ce même joueur saute dans la tribune pour retrouver la personne qui a lancé l'œuf. Les images feraient le tour du monde. Voilà, c'est ce qu'avait fait Eric cette année-là. Il y a aussi le jour où il a mis une droite à Bruno Martini, qui est juste le gardien d'Auxerre, donc son coéquipier, parce qu'il refusait de venir aider les autres à déblayer le terrain enneigé. Il ne supportait pas l'injustice. Il avait peur de rien ni personne. Et là encore, grâce à Giroud, il a prétexté un choc à l'entraînement. Personne n'a rien su. Avec Auxerre, la saison suivante, il continue de marcher sur l'eau, tout comme avec l'équipe de France Junior, pendant que les A galèrent bien à trouver une suite à la génération Platini. Lui va aller remporter l'Euro Espoir, même s'il joue pas la finale, vu ce qu'il a fait en demi-finale. Face à l'Angleterre, croyez-moi, ça suffit. L'attaquant serrois a pris le ballon à 40 mètres du but anglais, il passe en revue toute la défense et trompe Suckling malgré l'angle très fermé. 3 buts en 2 confrontations, dont 2 sur la pelouse d'Highbury. C'est la première fois qu'il se rendait en Angleterre et il en revient en héros. Assez logiquement, il va faire ses débuts avec l'équipe de France, où il marque déjà son premier but face à l'Allemagne de l'Ouest. Il termine son match, il passe devant les journalistes, il leur lâche une phrase de malade, un monologue hyper long. Tous les journalistes sont scotchés, personne ne sait quoi répondre. On n'a jamais vu ça et voilà, les gens découvrent un phénomène. Fin 1987, Auxerre a plein de blessés, galère et Eric les porte à bout de bras. S'il marque, Auxerre gagne, s'il ne marque pas, l'équipe enchaîne les 0-0, c'est lui qui revient défendre, qui se défonce le plus sur le terrain, une attitude qui plaît beaucoup à son entraîneur, comme s'il lui rendait tout ce qu'il lui avait donné jusqu'à présent, au moment où il était le plus impuissant. À nouveau 14 buts cette saison-là, performant face à tous les grands clubs français.
Il a confirmé et sa valeur marchande n'a cessé d'augmenter. Mais voilà, à tout moment, Cantona pouvait péter un câble. Évidemment, il a pris rouge. À la fin de l'année, Auxerre semble un petit peu petit pour lui et il commence à émettre des envies de départ. Tous les grands clubs français veulent le recruter, ça va être hyper dur de le conserver. Le Matra Racing, le PSG, Bordeaux, Monaco, l'OM et même l'Espagnol Barcelone, ils vont tous se faire la guerre pour remporter le joyau. Le PSG obtient des rendez-vous avec lui. Borelli, le président du club, ira même jusqu'à lui offrir un tableau accroché à son mur pour le convaincre. Au Matra, la famille Lagardère le reçoit dans un dîner qu'il n'avait jamais connu. Il est servi par des domestiques qui mangent avec 8 fourchettes, je suis pas sûr que ça lui ait plu. Bernard Tapie de son côté lui fait juste parvenir un message: je te veux, je te donnerai autant que les autres et tu seras bientôt à la maison. Et la légende raconte qu'il rêva de Marseille et non d'un club à Paris, donc il se rendit à Marseille, chez lui, où il retourna faire fermer des bouches. Petite anecdote, il n'a pas joué le dernier match avec Auxerre, pour une raison très simple, vu que tout le monde savait qu'il allait partir. Il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé et qui lui ont donné rendez-vous après le match pour aller se taper. Et Cantona, bien sûr qu'il a accepté, donc Giroud l'a envoyé à Marseille un peu avant. C'est comme ça que l'histoire s'est terminée. À Marseille, on va pas se mentir, il redevient enfant dès son arrivée. Il sera en vélodrome comme quand il était gosse, mais cette fois il est sur le terrain. Son salaire fut multiplié par 20, ce qui en fit déjà l'un des joueurs les mieux payés du monde. Il est directement associé en attaque à Jean-Pierre Papin, sacré meilleur buteur la saison passée, mais la marche est très haute, on se rend parfois pas compte. Passer de Auxerre à l'époque à l'OM qui vise la Ligue des Champions, c'est vraiment pas facile. Malgré tout, il marque quand même quelques buts, se range dans le rang, sauf que très vite, ça explose. Nous avons pris la décision d'exclure Éric Cantona jusqu'à nouvel ordre de toute sélection. Henri Michel, le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque, ne l'a pas retenu pour les prochains matchs des Bleus. Après un match, il donne une interview et il se lâche. Je souhaite qu'un jour, on s'aperçoive qu'Henri Michel est l'un des plus incompétents sélectionneurs du football mondial. Mais ce qui veut dire que demain, il vous appelle et il vous dit Éric Cantona, je vous sélectionne contre la Norvège, vous n'y allez pas. Non, j'y vais pas. Je lisais un truc de Mickey Rourke, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood là, était un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. Une sortie médiatique qui va tourner en boucle sur tous les médias français. Un caractère bien trempé qui dérange sérieusement l'opinion publique, et vu qu'il n'est pas non plus exceptionnel avec l'OM comme il était avec Auxerre, ça va faire de Cantona la cible idéale, l'homme sur qui on peut tirer facilement, et il se mange en plus une bonne suspension. Il est tout seul dans cette situation, la tension monte de plus en plus, et à force de tout garder pour lui, ben ça explose une nouvelle fois. Mais il jette son maillot, mais c'est fini. Et c'est fini. Et avec moi, c'est interdit. Il jette son maillot, je lui dis, tu le mettras jamais plus. En janvier, l'OM participe à un match de charité pour les victimes du tremblement de terre en Arménie. Un match sur un terrain horrible où Cantona joue quand même à fond. C'était amical, il y avait du monde qui regardait. Sauf que voilà, ça l'énervait que le terrain soit nul. Ça l'énervait que l'arbitre fasse n'importe quoi, même si en soi le match n'avait pas d'enjeu. Et ça l'a énervé aussi que son entraîneur décide de le faire sortir avant la fin du match. Il se sent visé et victime d'une grande injustice et il pète une nouvelle fois les plombs. Cette fois en enlevant son maillot et en le jetant au pied de son entraîneur. Bernard Tapie n'accepte pas le geste, le linge dans la presse, divorce instantané entre Cantona et l'OM, il quitte la France et il se rend à Barcelone, juste le temps de décompresser quelques jours. Arrivé en Espagne, les médias l'annoncent donc assez aisément au Barça, mais c'est toujours un joueur de l'OM et vu le contrat qu'il a, ça va être compliqué de le faire partir. Tapie s'empresse de négocier, mais le club catalan n'est pas du tout intéressé. Reste donc à savoir où pourra aller le génie que tout le monde critique. Il revient d'abord à Marseille après avoir payé une amende, reprend l'entraînement, mais refait rapidement ses valises pour signer chez l'ennemi juré, les Girondins de Bordeaux qui arrivent à l'obtenir en prêt. Un transfert assez impensable en fait pour l'époque, vu que les deux clubs se détestent, surtout les deux présidents. Mais Tapie se dit que bon, s'il est bon, dans tous les cas il va le récupérer et le vendre plus cher, et s'il est pas bon, eh ben ça va faire chier les Bordelais. Et Cantona va être brillant. Il découvre là-bas un nouveau poste, celui de numéro 10, le club remonte au classement, lui marque 6 buts, embellit vraiment le jeu de son équipe, mais il y a toujours un mais, parce que la période pour lui elle est pas si facile. Son chien meurt, il fait une panenka dégueulasse qui élimine Bordeaux de la Coupe de France face à un club de D2. Du coup, juste à cause de ce geste, il se fait lyncher par tout le monde, alors que à côté de ça, il a des 10 sur 10 dans l'équipe. Tout reste un bon prétexte pour lui tomber dessus. Arrivé à la fin de la saison, Bordeaux veut conserver Cantona, mais il a été bon, donc hors de question pour Tapie, il retourne à Marseille. Sauf que Bernard Tapie, il veut toujours pas de Cantona, il a pas digéré ce qui s'était passé, donc il faut qu'il se trouve un nouveau club, et c'est là qu'il a un nouveau projet en tête. Eric, il en a marre de tout cet acharnement médiatique, il veut un peu de tranquillité,
Donc il décide qu'il veut signer dans le même club que son ami Stéphane Paille, qui a tout cassé du côté de Sochaux et avec qui il s'entendait super bien en équipe de France Espoir. Il faut donc trouver un club qui accepte de payer son salaire et qui accepte de recruter son pote. Ça paraît un peu compliqué, il y a le PSG qui essaye quand même. Il se positionne sur les deux joueurs, sauf qu'il recrute Henri Michel au poste d'entraîneur. C'est pas la meilleure des idées, la connexion Cantona-Henri Michel, elle est pas au top. Sac à merde. Donc les deux loustiques vont finir par atterrir à Montpellier. Ils débarquent à l'époque dans un club avec un stade peu rempli, un palmarès absolument vierge et qui est remonté en D1 10 ans auparavant, après la reprise de la direction par un certain Louis Nicolin. Bon, et pour rejoindre le club, Cantona divise son salaire par 2 et Stéphane Paille, lui, il refuse une offre du Bayern Munich. Pas sûr que ce soit l'idée du siècle, mais ça vous montre au moins que Eric, vraiment, il en a rien à foutre. L'argent là, il en a assez. Il veut juste du calme. En quelques semaines, une équipe XXL va être montée avec l'arrivée de Vincent Guérin, rejoignant ainsi Carlos Valderrama et Laurent Blanc. Montpellier, qui était une petite équipe qui visait juste le maintien, se dit à tout moment, on finit sur le podium. La presse parle énormément d'eux, on en fait des tonnes sur ce nouveau duo, on ne parle que de Cantona et de Paille pendant tout l'été. Montpellier n'existe plus, les deux là, ils prennent une place énorme. Tout ce qui ne voulait plus, ils le retrouvent à Montpellier, parce que voilà, ça étonne tellement les gens qu'on en parle encore plus limite. Voilà, on va pouvoir lancer la saison, mais juste avant, Montpellier joue le FC Porto au Parc des Princes et le public parisien siffle Cantona, d'où cette photo magnifique de Cantona qui fait un fuck aux fans parisiens. Mis à part ça, la saison démarre plutôt mal. Montpellier enchaîne les défaites, mais il joue contre toutes les grosses équipes pour commencer. Donc ça va, on peut leur trouver des excuses, sauf que la presse, ils veulent pas d'excuses. Ils mettent tout dans la gueule du duo Paille-Cantona, direct. Au même moment, la suspension de Cantona en équipe de France prend fin, et le nouveau sélectionneur Michel Platini l'appelle et le met titulaire dans le 11, et vu qu'il rentre en tant que titulaire, forcément il y a un attaquant qui sort. Qui est cet attaquant ? Stéphane Paille, qui va sur le banc pour laisser son pote Cantona retourner en équipe de France. La situation elle est vraiment pas cool, deux potes en concurrence en équipe de France qui jouent dans le même club et qui se font taper dessus à tour de rôle. Montpellier va plutôt mal même s'ils arrivent à avoir quelques petits résultats. Les embrouilles commencent à arriver dans un vestiaire qui se tend de plus en plus et quelqu'un dans le vestiaire va avoir le malheur de mal parler d'Eric. Il s'est mangé des crampons dans la tête. La presse l'apprend et c'est le bordel. Loulou Nicolin il est débordé, il annonce d'abord le renvoi de Cantona. Sauf que les supporters ils pètent un câble parce qu'ils trouvent que Cantona c'est l'un des seuls joueurs qui sait jouer dans l'équipe. La maison d'Eric elle est encerclée de journalistes. Son meilleur pote est au plus mal, l'équipe ne tourne plus. Comment sortir de cette situation ? Il va clairement prendre pour les autres en mangeant une suspension de 10 jours, mais il se fait pas virer du club. Cette histoire a pris des proportions un peu démesurées. Pendant l'hiver, Stéphane Paille s'en va et voilà, il va continuer lui de son côté sa descente aux enfers. Il ne jouera jamais pour le Bayern Munich. Mais c'est un autre sujet. Cantona, lui, ça va aller mieux. Il marqua 3 fois avec l'équipe de France, retournant à Montpellier, qui changea d'entraîneur au passage, où un certain Michel Mézy remplaça Aimé Jacquet. Sans doute le but de la semaine, mais c'est vous qui déciderez. Eric Cantona à Montpellier a du génie dans ses souliers lorsqu'il n'est pas embrumé de la tête. Dans une forme olympique, celui qui avait marqué seulement 3 buts en première partie de saison, marqua 11 en 5 mois. 19 même si on compte ceux avec l'équipe de France. Montpellier enchaîne les matchs, ne perd plus, remonte au classement. Mais alors qu'on avait failli le virer, que la saison s'annonçait comme une catastrophe, non seulement le club allait se sauver, mais en plus il allait remporter le tout premier trophée de son histoire, la Coupe de France. En 8ème, Cantona marque contre Nantes. En quart, il sort un doublé, dont un but qu'il a fait quand même bien tout seul. En demi, il marque une volée contre Saint-Etienne. Un parcours historique marqué par un grand Cantona dont le nom ne sera pas resté gravé partout en France, mais 30 ans plus tard, à Montpellier, on ne l'a pas oublié. Une victoire célébrée sur les Champs-Élysées, puis dans la ville avec les supporters. Un nom aimé par tous à la fin de la saison. Et des médias qui se disaient que ça y est, enfin quelqu'un avait réussi à contrôler Eric Cantona, alors que Michel Mézy, il avait juste accepté de l'écouter un petit peu plus. Oh Michel Mézy, bip bip. On parle là de l'enfant terrible décrit par la presse qui, pendant la soirée de célébration, s'est absenté 5 minutes pour aller payer la consommation de tous ses coéquipiers, même ceux avec qui il s'était battu, même ceux qui avaient fait le forcing pour qu'il se fasse virer. Classe. Mais voilà, pendant quelques semaines, ça allait trop bien dans la vie de Cantona, et il était juste prêté à Montpellier. Retour sur le Vieux-Port où donc, honnêtement, personne ne s'attend à le voir rester au vu de sa relation avec Bernard Tapie. On l'annonce du côté de Cannes, mais il reste. Il se régale à l'entraînement et il joue dans une équipe qui, je le rappelle, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Il y a des joueurs incroyables à tous les postes, surtout en attaque où Papin est là, Waddle est là, accompagné d'Abedi Pelé, Philippe Vercruis, Stojkovic. Bref, il arrive à convaincre Gérard Gilly, le mec à qui il avait balancé son maillot par terre. Et en plus de le garder dans l'équipe, ça devient un titulaire. Il est tellement bon qu'il met tout le monde d'accord. En 2 mois, il marque 8 buts avec le club, rayonne en attaque dans un OM premier du championnat, il tente des gestes dont lui seul a le secret, son nom est enfin scandé par le Vélodrome, un comeback incroyable pendant lequel il continue de briller sous le maillot de la sélection, qui depuis le retour de Cantona en est bientôt à 2 ans d'invincibilité. Il est au sommet de son art dans une équipe exceptionnelle.
Pas mal aussi ce tir d'Éric Cantona face à Bordeaux. Joseph-Antoine Bell a eu beaucoup de chance sur cette action de génie du Marseillais. Maudit dans ce match, Éric sont retournés face à côté des buts de Bell. Mais cette saison-là, Bernard Tapie a la possibilité de recruter Franz Beckenbauer qui vient d'être champion du monde avec l'Allemagne. Une possibilité à ne pas rater et au bout de quelques semaines, le nouveau directeur sportif se voit offrir les rênes de l'OM en tant qu'entraîneur au détriment de Gilly, avec qui tout se passait pourtant très bien. L'équipe encaisse le coup, perd ses premiers points, sauvé par Cantona qui est le seul à continuer de remplir son rôle, mais tout s'arrête brutalement le 28 octobre 1990 lorsqu'au stade Vélodrome face à Brest, il se fait les croisés. J'étais out pour 3-4 mois, quoi, je crois. Rupture des ligaments croisés. Eric est éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, période plutôt dure, parce que voilà, le rêve était trop beau. Il avait réussi à convaincre chez lui, et maintenant il assistait des tribunes à l'éclatement de l'équipe de Beckenbauer. Une équipe qui a perdu quelques points, mais surtout un caractère de Beckenbauer non compatible avec Bernard Tapie, ce qui lui a valu d'être remplacé par un troisième entraîneur cette saison-là, un certain Raymond Goethals. Et là, c'était plus la même. Il ne savait pas comment l'utiliser car il le jugeait trop atypique. Alors il a changé de système, il a mis Papin seul devant et Cantona sur le banc. Mais quand je vous dis sur le banc, c'est qu'il le scira le banc, il le connaissait par cœur. Un jour, il vient chez moi et il me dit « Alors coach, est-ce que je joue ou je ne joue pas ?» Je dis « Eric, tu es dans les 16. On ne met pas Eric sur le banc. » Ah, je dis, qu'est-ce que tu veux, Eric? Alors tu te mets à côté du banc. Honnêtement, jusqu'à présent, c'était le meilleur joueur de l'OM sur la saison. Encore plus paradoxal, au même moment, l'équipe de France remportait tous ses matchs de qualification pour l'Euro avec une doublette Cantona-Papin devant. Mais l'histoire dira que Goethals remporterait la Ligue des Champions sans Cantona en 1993, mais échouant en finale en 1991 au tir au but dans un match qui manquait vraiment de créativité. Et Eric, évidemment, n'était pas là. Voilà comment se termine son histoire avec Marseille, qu'il a doucement poussé vers la sortie et effacé de son histoire. On parle là d'un gars qui était l'attaquant titulaire d'une des meilleures nations d'Europe, qui excella pendant quelques mois dans l'équipe championne de France, finaliste de la Ligue des Champions, donc un attaquant quand même du haut du panier. Sauf que là, c'est 3-4 mois sans jouer, plus tout l'acharnement médiatique, plus tout son passé, il en pouvait plus. Il voulait du football authentique, de la tranquillité, reprendre goût à son sport préféré, celui qu'il aime vraiment. Il a pris quelques jours de repos pour réfléchir, et il est revenu avec une idée, et il n'y a que lui qui pouvait avoir cette idée, on va pas se mentir. Il a décidé de signer dans une équipe de 2ème division qui montait en 1re division, Nîmes. Là-bas il retrouve Michel Mézy, son ami de Montpellier, devenu entraîneur des Crocos. Un choix assez fou, mais une nouvelle fois, il pensait que là-bas il allait être tranquille. Qui va aller le chercher là-bas? Eh ben non, c'est l'enfer. Déjà pour l'acheter, le président nîmois, il a dû choisir entre acheter Cantona ou réparer les égouts de la ville. Il n'a pas réparé les égouts de la ville. Du coup les Nîmois ils voient que ça utilise l'argent public comme ça passe moyen, mais pourquoi pas. Nîmes donc c'était une équipe jeune, inexpérimentée, qui venait en Ligue 1 pour la première fois depuis 10 ans, fallait pas s'attendre à un miracle. Et Cantona il était tout sauf flamboyant dans une équipe qui malgré quelques succès pendant quelques semaines, se faisait souvent torpiller, et il luttait clairement pour le maintien. Il marqua que 2 fois et 2 fois sur penalty, les critiques pleuvaient, il perdit son grand-père à la même période, celui chez qui il était encore en vacances sur la côte bleue quelques semaines auparavant, ça fait beaucoup, et quand ça va pas, et qu'il doit extérioriser, faut se cacher. Le 7 décembre, face à Saint-Etienne, l'arbitre a oublié de siffler 2 fois sur lui. Il craque, il ramasse le ballon, il lui envoie dessus, avant de partir instantanément au vestiaire. Il a même pas vu qu'il avait pris le carton rouge. Évidemment, il savait qu'il allait être suspendu. Il se rendit donc à la commission de discipline pour s'excuser. Pour ce qu'il a fait à l'époque, il devait prendre 2 matchs de suspension. C'était comme ça, c'était la règle. Sauf qu'il en a pris 4. Et il n'a pas compris pourquoi lui devait en prendre 4 si les autres ne devaient en prendre que 2. Donc les juges lui ont signifié: vous ne pouvez pas être jugé comme les autres, derrière vous traîne toujours une odeur de soufre. Ils ont jugé en fait ce que ma vie, quoi. Pas ma faute. Dire ça à quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, c'est la pire des idées. Et là pour le coup, il y a vraiment une injustice, c'était juste parce qu'il fallait se payer Cantona. Il alla donc serrer la main de chaque juge qu'il traita d'idiot tour à tour, ce qui n'arrangea pas sa peine parce que d'un coup elle passa de 4 matchs à 2 mois. Coup de tonnerre dans le petit monde du football. Eric Cantona, l'un des piliers de l'équipe de France, vient d'annoncer qu'il quittait définitivement et irrévocablement le monde du football professionnel. A décidé de son propre chef de mettre un terme à sa carrière footballistique. On peut parler du torrent médiatique que ça a provoqué, parce que tout le monde en parle. Et les médias qui sont à l'origine de tout ça, eh ben ils se disent qu'ils ont perdu peut-être le mec qui fait vendre le plus de journaux de France. Le monde du foot à ce moment-là vient de réaliser qu'il venait de perdre un joueur comme il n'en existait pas d'équivalent.
Tout le monde cherchait à le joindre, tous ses anciens coéquipiers lui apportèrent leur soutien en privé, publiquement. Le gars qui avait pris ses crampons dans la gueule à Montpellier, il a pris la parole publiquement pour le remercier. Michel Platini, sélectionneur d'équipe de France, il était en panique. L'un de ses meilleurs joueurs, celui qu'il aimait peut-être le plus, venait de quitter un monde qui n'était clairement pas fait pour lui. Les gens n'y croyaient pas au début, sauf que les jours passaient et Cantona il répondait toujours pas au téléphone. On était en plein milieu de la saison. Le seul contact qu'il avait eu, c'était avec Nîmes pour leur dire qu'il allait se démerder pour faire en sorte d'annuler le contrat et qu'il le paye pas dans le vide. Et là, c'était une chasse à l'homme. Tous les médias et les journalistes du pays, ils étaient envoyés en mission dans le but de trouver Cantona. Celui qui le trouvait, mais il faisait un article de fou, ça vendait de malade, donc tout le monde le cherchait. Au même moment, il était juste déguisé en Père Noël dans la station de Val d'Isère, en Savoie. Mais tout n'allait pas non plus si bien, sa femme était très affectée, son entourage aussi, voilà, c'était hyper flou, c'était pas non plus la joie. Après 10 jours de vacances, ses amis l'ont quand même convaincu de reprendre le foot. 10 jours sans nouvelles, c'est long. Il avait trop de talent pour s'arrêter là, il était d'accord, mais il avait des conditions. Et Cantona, il va pas avoir une condition en mode juste, vas-y, je veux une clause dans mon contrat. Sa condition, c'était déjà de quitter la France, il en pouvait plus, mais il voulait jouer au foot juste au Japon. Pas ailleurs. Il voulait aller le plus loin possible, sauf que la saison au Japon, elle allait se terminer et aucun club ne pouvait recruter à ce moment-là. Donc on lui a proposé d'aller en Angleterre. Et même s'il était pas chaud en se renseignant sur le pays et tout, il s'est dit quand même qu'il aurait un peu plus la paix là-bas. Alors il accepta. J'ai rien fait contre le français, quoi. Mais je préfère l'anglais. Il débarqua donc à Sheffield Wednesday. Sheffield tarda un peu à le faire signer, et un autre club prit les devants et signa Eric. Ce club c'est Leeds, et à la surprise générale, ils sont premiers du classement en Angleterre. Il restait clairement énormément de matchs, mais voilà, ils se disent quand même, on va essayer de se renforcer pour finir le plus haut possible. Ça a pas l'air fou comme ça, mais ça va être le meilleur choix qu'il a fait de sa vie. À quel moment un homme qui vient de se faire les croisés, qui vient de signer à Nîmes, qui a pris sa retraite, qui est parti en vacances pendant 1 mois, va devenir le meilleur joueur peut-être de l'histoire du football en Angleterre? Je sais pas, mais on va regarder. À l'époque, c'était assez choquant de les voir tout en haut du classement avec Manchester United, parce que le club avait été promu uniquement en 1990. Eric débarque là-bas en prêt, et quand il arrive, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Ils sont donc plutôt curieux, ils ont hâte de le découvrir, et la presse fait quand même pas mal d'éloges sur Cantona. La hype, en fait, elle monte de jour en jour, et au plus les jours passent, au plus il y a du monde qui veut voir Cantona sur le terrain. Finalement, juste avant ses débuts, tout le monde l'attend. Il est dans les journaux tous les jours. Le fait que ce soit plutôt un artiste sur le terrain et que le mec ouvre sa gueule dès qu'il a un truc dans l'esprit, ben ça leur plaît beaucoup même. Les premiers mots qu'il donne en interview en arrivant séduisent instantanément. Il y a une connexion qui se crée directement avec ce pays, à tel point que le journaliste et lui, ben en fait ils parlent quasiment pas de foot. Ils parlent philosophie, vie sociale, et les Anglais, ça, ils adorent. Il fit donc des débuts plutôt timides en championnat, puis avec 2 matchs amicaux où Leeds ne brilla pas, et il a même pas encore vraiment bien joué avec Leeds, que déjà, il y a un chant qui va être créé pour lui. A tribute entitled... What's it called, Krista? Ooh, Cantona. It's not. I don't believe it. Cantona. Do it, go on. Ooh, Cantona. I said, ooh, Cantona. Lors du match amical face à Göteborg, il y a un supporter qui crie « Oh, Cantona ». Et voilà comment cette toute petite phrase avec des onomatopées va être reprise et va même donner un tube mondial. Mais ça, c'est après. En 2 semaines, sans l'avoir vraiment vu jouer en match officiel, Leeds est devenu fan de Cantona. Ce qu'il dégage, son physique, le fait que ce soit un des rares étrangers dans le royaume, il est différent, ça match direct. Lui, c'est l'entraîneur de Leeds, Monsieur Wilkinson. Il va commencer à intégrer doucement Cantona, qui est un peu en manque de rythme. Alors voilà, il fait jouer quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Sauf que Wilkinson, c'est un superstitieux. Son équipe commence à perdre alors Cantona devient titulaire. Il marque, sauf qu'après son équipe ne gagne plus. Du coup, il se dit, vas-y, je reprends tout du début. Cantona, il était pas là, donc Cantona va sur le banc et il jouera quelques fins de match. Leeds n'était plus premier au classement, ils étaient 2e à 1 point de retard de Manchester United. Tous les fans demandaient du Cantona, mais le coach voulait rien savoir. Il croyait en ses convictions et il pensait que Cantona allait juste l'aider en fin de match. Leeds finit par reprendre sa première place, puis la repère quelques semaines plus tard. Il reste alors à ce moment-là 5 journées de championnat. Manchester est plus que jamais favori pour remporter le titre. Leeds est en galère à domicile face à Chelsea. Cantona est sur le banc, il rentre à 5 minutes de la fin. Il arrive à faire une passe décisive, puis à mettre un but pris Puskás. Attention, ces images peuvent choquer. Cantona. Still Cantona. That's a great goal by the Frenchman. Un but exceptionnel pour retourner Elland Road. Les fans déclareront après le match qu'ils n'ont pas vu un tel geste chez eux
depuis au moins 20 ans. Leeds arrive à faire un nul à Anfield face à Liverpool, puis à gagner face à Coventry où Cantona rentre et provoque un penalty. Manchester de son côté sombre et perd 2 matchs d'affilée, Leeds à 76 points, United 75. Il reste encore 2 journées, la tension est au maximum. Face à Sheffield United, il y a 2-2 à 10 minutes de la fin. Cantona rentre, il presse la défense qui panique, but, victoire de Leeds. Ils rentrent chez eux pour regarder le match de Manchester United en déplacement à Anfield face à Liverpool. Manchester perd 2-0, Leeds est champion d'Angleterre. Un exploit incroyable que les bookmakers n'avaient pas vu venir. Alors oui, Cantona n'avait pas beaucoup joué finalement, mais toutes ses entrées avaient été déterminantes. Et pour le dernier match de la saison, le public chanta la Marseillaise. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance d'un gars qui n'est finalement que remplaçant et qui a mis 3 buts en tout. En 5-6 mois quoi, 3 buts c'est pas non plus exceptionnel, c'est autant que le latéral gauche de l'équipe. Pendant la parade devant plus de 150 000 personnes, et ben c'était le joueur le plus acclamé. Tout le monde chantait cette putain de musique. I don't know why, but I love you. Sorry, but I am very, very, very happy. Thank you very much. 18 ans que le club n'avait pas gagné le moindre trophée, il a fallu qu'un inconnu venu de France, de Nîmes, débarque en prêt pour transcender toute une ville. Il fut officiellement transféré à Leeds, pris 4 kilos en une semaine, et c'était comme ça lui était tombé dessus. Qu'on le veuille ou non, il transmettait quelque chose aux gens. Mais alors pourquoi un tel décalage avec la France? C'était comme ça, et une chose est sûre, sa carrière en Angleterre est lancée, et il est de partout. Le Noël de 1992 peut en témoigner, sur la Super Nintendo sortait un jeu vidéo à l'effigie de Cantona. Et en France on avait suivi un petit peu son aventure anglaise et on était quand même toujours un peu sceptique sur son temps de jeu et son comportement. Platini continue à l'appeler en équipe de France et ça tombe bien parce qu'il y a l'Euro 92 qui se prépare. Dans le groupe de la Suède, du Danemark et de l'Angleterre, les Bleus ne vont pas montrer un très beau visage. Non en vrai ils vont rien montrer du tout. 2 nuls dont un 0-0 face à l'Angleterre devenu l'un des matchs les plus ennuyeux de l'histoire du foot. Puis une défaite synonyme d'élimination face au Danemark. Cantona et Platini sont montrés du doigt comme beaucoup de joueurs de l'équipe de France. Platini démissionnera à la fin de l'été et Cantona, qui le soutenait à 800%, démissionnera lui aussi. Il a en quelque sorte pris sa retraite internationale, sauf que vu qu'il passait son temps à dire des choses, personne l'a cru. Ça restera comme une des plus grosses déceptions de la carrière de Cantona. Mais comme il le dit si bien, la vie continue et en Angleterre, eh ben tout le monde l'attend encore. Il démarre sa saison par pas mal de matchs amicaux avant de disputer le premier match officiel, le Charity Shield. Le vainqueur de la Cup contre le champion d'Angleterre qui à l'époque avait beaucoup de valeur comme trophée. Voilà, un but de Cantona, 2 buts de Cantona, 3 buts de Cantona, triplé légendaire qui offrit encore un nouveau trophée à son club. Et là il était titulaire. Le championnat reprit aussi, une victoire, un nul, une défaite, tout le monde s'interrogeait un petit peu sur la capacité du club à renouveler une telle performance. Puis il y a eu le déplacement à Tottenham. Triplé de Cantona, encore. 9 buts en 9 matchs, mais un Leeds qui gagne moins, un peu moins combatif que la saison passée, et qui n'est que dans le milieu du tableau. Le club prend 3-0 face à Stuttgart en Coupe d'Europe, donc voilà, ça marque un peu mal, et forcément, les critiques commencent à pleuvoir. Cantona, malgré ses performances sur le terrain, se sent pas hyper bien en dehors. Un peu seul, isolé, il n'acceptait pas non plus que des fois son coach continue de le mettre remplaçant. C'est pas l'amour fou entre eux deux, et ce qui devait arriver, arriva. Wilkinson revient à ses principes, à son équipe de base qui lui a permis de monter en première ligue et de remporter le titre. Cantona retourne sur le banc. Il essaya de lui parler mais leur relation était tellement glaciale que Eric demanda quand même à rentrer en France quelques jours histoire de souffler un peu. Permission accordée mais son entraîneur le désinga dans la presse juste après. Cantona ne rejouera plus jamais avec Leeds. French international striker Eric Cantona. French international striker Eric Cantona. French international soccer star Eric Cantona's decision to desert Leeds. The Frenchman is joining Manchester United in a deal worth just over £1 million. Le vendredi 27 novembre, l'Angleterre découvre la une des journaux. Cantona devient un diable rouge. Un transfert surprise et qui n'a pas coûté très cher. Manchester United n'allait pas très bien, avait besoin d'un attaquant parce que le leur s'était blessé. Et c'est Leeds qui lui a offert. Et voilà comment il atterrit à United pour une somme, aujourd'hui c'est rien, à l'époque c'était un petit peu, mais ça reste quasi rien. Et les fans de Leeds, ils sont fous. Déjà le joueur dont ils sont amoureux, le meilleur joueur qu'ils aient vu sur les terrains depuis des années, peut-être même un de ceux qu'ils ont préférés dans toute leur vie,
se casse chez l'ennemi pour presque rien. Je pense pas qu'ils pourraient comprendre. Donc la seule chose que j'ai à leur dire est tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est bien pourquoi je les aime, je sais pas pourquoi, mais je les aime encore. Au début ils en veulent un peu à Cantona, mais ils en veulent surtout beaucoup à l'entraîneur et au président qui pour eux ont fait n'importe quoi. Et ensuite Wilkinson va faire en sorte que les fans détestent le Cantona, histoire de sauver sa peau. Il va passer son temps à lui cracher dessus en conférence de presse. Mais voilà, le mal est fait, c'est déjà trop tard. Bon, Ferguson il est là depuis maintenant quelques années et il a toujours pas fait en sorte que Manchester regagne le titre. Un titre qu'ils attendent quand même depuis la saison 1967. Et vu que cette saison 92-93 avait pas bien démarré, voilà, il était à 2 doigts de se faire virer. Il a eu la bonne idée de recruter Eric. Dès la rencontre entre les deux hommes, déjà il y a une connexion qui se crée instinctivement. Il le prend directement sous son aile, le laisse respirer et prend le temps de l'écouter lorsqu'il en a besoin. Lorsqu'il assiste au premier match de Manchester United en tribune parce qu'il n'était pas encore qualifié, le club est alors 6ème du classement à 9 points de retard du leader Norwich. Il découvrit ensuite Old Trafford lors du derby face à Manchester City. Le club gagna une première fois, puis une seconde fois la semaine d'après où Cantona n'était pas non plus hyper brillant, mais fallait juste un petit peu être patient. Avant l'arrivée du français, l'équipe avait marqué 4 buts en 9 matchs. Après son arrivée, lors des 9 matchs suivants, elle en mettra 22. Il a révolutionné le jeu de Manchester United. C'est lui qui dictait le rythme du match, se transformant en un attaquant qui faisait office de relais entre le milieu et l'attaque, devenant limite un numéro 10 tellement il faisait de passes. Les Mancuniens découvrirent alors un joueur qu'ils avaient jamais vu à leur tour. Celui qu'on avait un peu aperçu à Leeds par moment, sauf que là c'était tous les week-ends. Insubmersible dans les airs, capable de tout, et surtout il marchait sur l'eau, même quand il ratait, il finissait par marquer. Il n'y a que quand il retourna à Leeds au mois de février, que ce fut un petit peu plus compliqué, il n'a pas été très bien reçu, on va pas se mentir. J'avais jamais vu ça, être aussi cruel, quoi. Une telle haine. Il réalisa une saison exceptionnelle, marquant 9 buts mais surtout faisant 11 passes décisives en 6 mois. Et à la fin de la saison, il remporta un 2e titre de champion d'affilée, devenant le premier joueur de l'histoire du championnat à être successivement champion avec 2 clubs différents. Manchester United a gagné la Premier League pour la première fois depuis 26 ans. C'est historique comme pour Leeds et dans les deux cas, il y avait Cantona. En France au même moment ça devient vraiment une star. Les gens commencent à suivre le foot anglais pour lui, chose qui n'était pas le cas avant. Les chaînes de télé se mettent à montrer les images de ses buts depuis son passage à Leeds. Il est bon en plus avec l'équipe de France, et son personnage qui est moins décrié depuis quelques temps fascine vraiment beaucoup plus. Il a sa marionnette au Guignol de l'info, on vient faire des émissions spéciales sur lui, il commence à faire de la publicité, chose qui était très rare à l'époque, ça devient la nouvelle égérie de la marque Nike, il ira même jusqu'à faire un défilé pour Paco Rabanne. On sort totalement du foot. Un peu blessé, il va se prendre quand même de bonnes vacances, revient à Manchester United, gagne un 2e Charity Shield, et cette 2e saison à United, on le sent direct que ça va être un duel entre Manchester et Arsenal pour le titre, les deux équipes les mieux armées. Le club recrute Roy Keane, le nouveau phénomène de Lille, vient s'ajouter à de jolis noms comme Kasper Schmeichel, Ryan Giggs. Et tout le pays patiente gentiment jusqu'au 19 septembre, jour de la fameuse confrontation entre les deux mastodontes du championnat. Gagner ce match, c'est déjà faire un grand pas vers le titre, et Manchester United va gagner 1-0, qui marque pour la toute première fois ce jour-là, son col est relevé. C'est un tout petit symbole qui d'après Eric était juste le fruit du hasard, mais dans la presse ça a pris de telles proportions que ça va très vite devenir sa marque de fabrique. Ce geste plus son amour pour le numéro 7, mythique à Manchester United suite au passage de George Best, va faire de lui une icône internationale. Je m'appelle Cantona. Parce que mon art, il est à tout le monde. Cantona. Taking the bypass round McDonald. Au revoir. Giggs in space to his right. Cantona goes it alone. It was a pretty good decision too. Manchester United semblait facile cette saison, ils comptaient déjà 7 points d'avance, puis 11 quelques jours plus tard, ils écrasaient tout le monde en Angleterre. En Europe, on va y revenir, c'était un petit peu plus compliqué. Le premier tour de qualif de Ligue des Champions, c'était face à Galatasaray. Et ils ont un peu galéré, score final 3 partout. Et le match retour se jouait donc en Turquie, sauf que ça ressemblait plus à une guerre qu'à un match de foot. Ambiance tellurique, bus caillassés, menaces de mort. Manchester rata totalement son match et fit 0-0, ce qui qualifia les Turcs. Mais on n'en est pas resté là parce qu'à la fin du match, le gardien turc prenait tout son temps pour dégager, ce qui fit péter un plomb à Cantona. Alors il se démerda pour pas prendre de carton pendant tout le match, sauf que là, il a insulté l'arbitre, donc forcément, il prend rouge. Un flic est chargé de le raccompagner dans le couloir, sauf que pendant qu'il descend dans le couloir, il a le malheur de le frapper.
Le flic, hein. Cantona se prend un coup de matraque du flic, forcément il riposte, ça part en bagarre générale en impliquant tous les joueurs de United. La Coupe d'Europe, il y a trop de machines tordus, trop de trucs tordus. Excuse-moi, j'ai la certitude qu'il a été acheté ailleurs, je me demande si celui-là n'a pas été acheté. Bref, sombre soirée. 3 jours plus tard, en plus, il y a le derby de Manchester, mais miskin Manchester City. Il menait 2-0 à la pause. À lui seul, il a fait tourner le match en une mi-temps, il s'est vengé. Et c'est à ce moment-là que l'un des pires souvenirs de sa vie va arriver. Il reste 2 matchs à l'équipe de France pour se qualifier pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Les Bleus n'ont besoin que d'un point et je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Face à Israël, malheureusement, ils prennent un but en toute fin de match. Et face à la Bulgarie, Cantona ouvre le score. Sauf que les Bulgares égalisent et vont même aller gagner le match à la dernière seconde. Une énorme désillusion qui va faire beaucoup de mal à tous les joueurs. C'est malheureux pour tout le monde, vraiment. On est vraiment déçus. On est vraiment déçus pour les gens qui ont soutenus, vraiment. Et dans cette période compliquée, Cantona avait pas mal souffert, mais ça reste le premier à avoir relevé la tête et à avoir affirmé au nouveau sélectionneur Aimé Jacquet son envie de tout rattraper et d'aller jouer l'Euro 96. Aimé Jacquet décide donc de faire de lui le nouveau capitaine de l'équipe de France. En club, personne ne comprenait comment il pouvait avoir autant d'énergie à donner. Il y avait Manchester United avec tous les joueurs et il y avait Cantona à part. Il était habité limite par une colère, une haine qui transmettait à toute son équipe. Il enchaînait les passes décisives, les buts. United ne perdait plus depuis des mois et faisait très peur. Eric était incontrôlable, emmenant tous les gars derrière lui. Le King était né et terminait l'année 93 par une 3ème place au Ballon d'Or. Cette saison-là, il sera même ovationné par les supporters adverses, par exemple, c'est le cas à Tottenham. Il est au-dessus de tout, tout le monde ne parle que de lui. 21 matchs sans défaite en Angleterre, 102 points pris en 1993, loin devant ses poursuivants. Alex Ferguson, en plaçant Cantona dans son équipe, avait créé une machine. La presse était dithyrambique et à force de les voir gagner, ils se sont mis à arrêter de parler des résultats de United pour ne parler plus que du jeu. Parce que c'était impressionnant à voir. Eric Cantona en chef d'orchestre, dans un foot anglais très physique et peu fourni en artistes, le Manchester de Ferguson était une ineptie. Mais ces joueurs, ils étaient limite trop impliqués et physiquement, ils y allaient très très fort. Même un peu trop fort. Exemple, ce tacle de Cantona, c'est pas idéal, voilà, il faut se calmer. Il y avait vraiment comme une haine, mais je sais pas envers qui se dégageait de l'équipe, il voulait rouler sur tout le monde. On en était désormais à 31 matchs d'affilée sans défaite, et même si tous ses adversaires essayaient de le faire taire en le faisant chier sur le terrain, en le taclant, en lui mettant des petits coups, il ne faisait que réveiller la bête, et le titiller, bah, c'était but. Cette belle série se termina malheureusement face à Chelsea, après 34 matchs consécutifs sans défaite, et même si Eric prit son premier carton rouge de la saison, pour un nouveau coup de sang et un premier coup de pied, et ben il est revenu après sa suspension face à Manchester City qu'il a une nouvelle fois explosé avec 2 buts marqués. Manchester United est champion pour la 2e année consécutive. Quelques jours plus tard, ils firent même le doublé pour la toute première fois en battant Chelsea 4-0 en finale de FA Cup. 4-0 pour un exploit qui est très très rare à l'époque, il n'y a eu quasiment aucun doublé en Angleterre à cette période. Cantona fut bien sûr le premier étranger à le réaliser. 2 buts en finale de la Cup, élu meilleur joueur de la saison de Première Ligue, première fois aussi qu'un étranger arrivait à avoir ce titre, 25 buts, 15 passes décisives en 48 matchs, l'impact est juste incroyable. Du coup avec tout ça il se dit quand même que c'est peut-être le moment de déménager à Manchester, parce qu'il habite toujours à Leeds. Alors il prit ses gosses, Isabelle, et il déménagea dans un quartier où absolument n'importe qui aurait pu habiter. Les habitants du quartier étaient choqués de croiser Cantona tous les matins au supermarché, à la boulangerie, je sais pas moi. Mais voilà, il vivait dans une maison, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ça choquait les Anglais parce que pour eux, c'était le meilleur joueur du monde. Et pendant l'été, vu qu'il n'était pas à la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu commentateur pour commenter la Coupe du Monde. C'est le contrôle de Romario qui a fait la différence. Il se l'est poussé juste où il fallait, sans le toucher 2-3 fois. Il a touché une fois, juste pour, quand il arrive devant le gardien, mettre une petite pichonnette et marquer. La saison, elle est démarrée doucement, sauf que bon, il a pris une suspension parce qu'il a pris un rouge en match amical, quand même, faut le faire. Mais il a quand même gagné un nouveau Charity Shield face à Blackburn, où il marqua comme tous les ans. Août, c'est sa période. Un début de saison où on le sent peut-être encore un petit peu plus tendu, et où les débuts en championnat voilà, sont un petit peu plus durs que la saison passée, où ils ont écrasé tout le monde. Au final, sans Eric, United sera éliminé de la Ligue des Champions, frustration de plus dans la carrière d'un joueur exceptionnel qui n'a jamais pu prouver dans les grandes compétitions européennes.
Les vilains gestes s'enchaînent, la presse commence un petit peu à le montrer du doigt. Les cartons pleuvent, mais en parallèle, il est brillant sur la pelouse, 14 buts en une demi-saison de Première Ligue, du show, du Cantona tous les week-ends, ce qui permet à United de rester dans la course au titre et aux Bleus de se rapprocher d'une qualification pour l'Euro 96. La France impressionne face aux Pays-Bas, un match exceptionnel où Cantona est brillant. Personne ne le sait, mais c'est à ce moment-là son dernier match avec l'équipe de France. Manchester United soccer star Eric Cantona is charged with bringing the game into disrepute. His attack on a fan last night is described by the FA as an unprecedented incident. Janvier 95. Cantona est à 2 doigts de re-signer un nouveau contrat avec Manchester United. D'abord, ils doivent se déplacer à Londres pour affronter Crystal Palace. Shaw, un défenseur londonien, se chargea toute la soirée d'Eric. Des coups dans les tibias, des coups de coude quand l'arbitre avait le dos tourné, auquel il finit malheureusement par répondre. Carton rouge pour Cantona, un de plus dans la collection. Sur le trajet jusqu'au vestiaire, en longeant les tribunes, un jeune de 20 ans l'insulte, et la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Cantona fut pris d'une furie incontrôlable, se jeta dans la tribune les 2 pieds en avant, un coup de pied qui forgera un peu plus la légende d'un joueur décidément pas comme les autres. Manchester quitte à Londres après le match sans se douter une seule seconde des conséquences qu'auront ce geste. Manchester United has today suspended Eric Cantona from all first team matches for the remainder of the 1994-95 season. Eric de son côté ne saura jamais l'expliquer. Il dira avoir réagi différemment cette fois-là. Peut-être est-ce que c'était parce que son père était malade depuis quelques jours enfermé dans un hôpital à Marseille. Il ne chercha jamais d'excuses et assuma totalement son geste. On peut donc à ce moment-là légitimement se demander quelles vont être les sanctions suite à un geste de kung-fu sur un supporter adverse. Déjà dans la plupart des clubs, il faut le savoir, normalement le joueur se fait virer. Coucou Patrice Evra. L'idée a effleuré l'esprit d'Alex Ferguson, mais pas trop longtemps. Il a pris instantanément sa défense dans la presse. Il a décidé qu'il défendrait son joueur coûte que coûte. Croyez-moi, des gens qui se rangeaient derrière Eric, il n'y en avait pas beaucoup. La photo de son agression fit le tour du monde. Elle fit la une dans tout le pays pendant plusieurs jours. Les médias étaient en boucle là-dessus. Et à part le roi Pelé et 1 ou 2 chroniqueurs, tout le monde tapait sur Cantona. Les émissions de télé invitaient même des psychologues pour qu'ils viennent analyser le comportement de Cantona, qui parce qu'il était français était peut-être différent. Tout le monde racontait tout et n'importe quoi. La fédération française attenda pour communiquer mais décida quand même de lui retirer le brassard des Bleus. Et à votre avis, qu'a fait Nike, dont il est l'égérie principale? Nike a déclenché une énorme campagne de publicité et regardez celle-ci, elle a choqué la plupart des Anglais qui attendaient de véritables excuses. Hello, I want to make an apology. I made some terrible mistakes. Last year, in a certain final victory, I only scored 1 goal. I realized this behavior was unacceptable, and I promise not to make such mistakes again. Ils collèrent des affiches de Cantona partout en Angleterre et les ventes de son maillot explosèrent la semaine qui suivit le coup de pied. Il y a même des t-shirts à l'effigie de Cantona avec le coup de pied qui furent imprimés un peu partout. Il y en avait d'autres où on pouvait lire des « Il reviendra plus fort ». Le mec était déjà considéré comme le roi du football, une icône. Et bah dites-vous que ça a boosté sa popularité. De son côté par contre ça va pas fort, hein. Il assume mais il est très marqué par la situation, notamment par la perte du brassard en bleu. Sa femme est enceinte de leur 2e enfant. Personne ne peut sortir parce que la maison est assiégée par une armée de journalistes. Tout le monde veut des images, c'est l'enfer. Cantona se tait, ne parlera pas à la presse et il attend sagement son jugement. Et la famille n'en peut tellement plus, c'est tellement l'enfer qu'il décide de partir quelques jours aux Antilles, histoire de souffler parce que dans tous les cas, qu'ils restent dans la maison ou qu'ils aillent ailleurs, ça change rien. Au bout de quelques jours, un journaliste débarque sur la plage et s'amuse à filmer toute la famille dans son intimité. Cantona l'a envoyé à l'hôpital. La vie de ma mère, c'est vrai. Il lui a cassé une côte. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est mérité. Malheureusement pour Eric, son jugement arrive au moment où le foot anglais va très mal en tribune. Hein. Des matchs sont annulés à cause des supporters. Il y a des agressions, des affaires de matchs truqués, de pots de vin, de paris sportifs, des incidents, des envahissements de terrain. Un hooliganisme qui est presque à son apogée. Ça va pas l'aider, mais une chose est sûre, tout le monde veut savoir ce qui va se passer. Le jour du jugement, c'est un événement d'une ampleur incroyable. Il y a des centaines de journalistes. Il y a du public. Les amis, il y a des gens qui ont loué une grue pour pouvoir apercevoir la cérémonie et pouvoir tout filmer. Et ils furent pas déçus. Il prit 6 mois de suspension de football dans le monde entier et une peine de 14 jours de prison, qui fut rapidement remplacée par quelques heures de travaux généraux, parce que beaucoup s'étaient quand même indignés que Cantona aille en prison. Et vu tout ce qu'il venait de subir, les clubs étrangers, ils étaient bouillants, ils attendaient qu'un truc, faire signer Cantona l'été suivant. Mais avant ça déjà, il fallait terminer la saison et il fallait surtout sortir du tribunal. Toute la presse attendait sa première réaction, il avait plus parlé depuis son geste, et on se dit en tant qu'humain, logiquement,
Il va dire qu'il accepte la sanction et il va s'excuser. C'est Cantona, les amis. Eric va vous ajouter un petit mot simplement pour votre sagacité et votre esprit. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Cette phrase ne veut absolument rien dire, en tout cas à première vue. On comprend vite fait que les mouettes ça désigne les journalistes, qu'il ne portait vraiment plus du tout dans son cœur, mais sinon, en vrai, ça ne veut rien dire. Une phrase énigmatique qui fit rire beaucoup de monde, en agaça d'autres, et tous les médias tournaient la phrase en boucle pour tenter de la déchiffrer. Il a parlé pendant 14 secondes, et il a réussi à dévier tout le débat public de son geste à une phrase qui ne veut rien dire et dont lui-même se fout royalement. C'est ce qu'on appelle une masterclass. Finalement, après tout ça, Manchester United, sans Cantona, perdit le titre d'un seul petit point derrière Blackburn, perdit aussi en finale de la FA Cup face à Everton, saison blanche, et la presse annonça le départ d'Eric Cantona à l'Inter Milan. D'où les médias vont choisir pour Eric. Il fait ce qu'il veut, et vous pouvez jamais savoir ce qu'il y a dans sa tête dans tous les cas, donc ça sert à rien. Pendant l'été, la fédération anglaise l'a fait chier parce qu'il a joué un match amical alors qu'il n'avait pas le droit de jouer. Bref, c'est parti très loin, il voulait peut-être partir, mais au final, Ferguson lui a demandé de rester et il s'est dit que vu qu'il aimait Ferguson, pourquoi partir? Du coup, même s'il commence vraiment à ne plus en pouvoir des journalistes, il reste en Angleterre. Et au cours du mercato, Manchester va perdre 3 de ses meilleurs joueurs, qui leur laissaient a priori moins de chances quand même de remporter le titre. Mais à la limite, ça c'est juste une info, mais c'est pas vraiment l'info la plus importante. Cantona a transformé l'Angleterre. Tous les clubs anglais se mirent à recruter au moins un étranger. Ginola arriva à Newcastle, Bergkamp arriva à Arsenal, Gullit arriva à Chelsea. C'était nouveau. Lors de l'été précédent, il y a eu 19 étrangers qui ont signé en Angleterre, ça pouvait être des prêts, c'était pas forcément des joueurs connus. Là, il y en a eu 50. De son côté, Ferguson réfléchit et décide de pas trop recruter parce qu'il a envie de miser sur la jeunesse de son club. Il intègre comme ça quelques joueurs à l'équipe première. Je vous donne quelques noms, Gary Neville, David Beckham, Paul Scholes. Des petits joueurs qui se débrouillent plutôt bien mais qui manquent un peu d'expérience. Et ça, ça coûte quelques points à Manchester United. Mais voilà, la presse n'a pas vraiment le temps de commencer à critiquer Ferguson parce que, tout le pays, mais quand je dis tout le pays, et même plus, tout le monde ne parle que du retour du King. Et ça, la date est marquée en fluo dans le calendrier. Ça sera le 1er octobre face à Liverpool. Et personne n'avait jamais été aussi impatient. C'était tellement énorme que 2 jours avant le match, l'action en bourse de Manchester United atteignit un record historique. Pas par rapport à leurs résultats, ils étaient 3e au classement, ils étaient un peu distancés pour le titre, juste parce qu'il y avait Eric Cantona qui revenait. 2 équipes sur le podium, des journaux en folie, 108 équipes de télévision autour du stade, des centaines de drapeaux tricolores. Aucun fan de foot ne pouvait rater ce retour. Et écoutez le bruit. His 8-month sentence served for a moment of total madness. His welcome back, a tribute to his footballing genius. Sur le terrain, il était mort de faim. Une passe décisive déjà. Manchester est mené 2-1 à domicile. Il reste quelques minutes. Penalty. Et qui pour le tirer? 70 minutes into his comeback. Cet événement est encore aujourd'hui considéré comme un des plus grands moments de l'histoire de la Première Ligue. Et avec un tel retour, tu penses vraiment qu'il va s'arrêter là? Il veut retrouver du rythme, 9 mois sans jouer, c'est énorme pour un joueur professionnel. Alors il se met même à jouer des matchs avec la réserve. Et bon, il n'y a pas grand monde qui vient assister à un match de l'équipe réserve de ton club. 20 000 personnes se déplacent juste pour le voir. C'est des malades. Il manqua quelques matchs à cause d'une petite blessure et il revient finalement face à Chelsea qu'ils vont exploser 4-1. Quand on a les décisifs, Manchester est 2e du championnat. L'équipe n'est plus celle d'il y a 2 ans et malgré le retour de Cantona, elle galère, elle n'arrive pas à enchaîner. Le jour de Noël, Manchester compte 10 points de retard sur Newcastle, le leader, et n'a plus gagné depuis 2 mois. Mais 3 jours plus tard, il y avait un United Newcastle et c'est Manchester qui s'imposa. Cantona à ce moment-là décide de se raser la tête, comme il avait fait à Auxerre, mais cette fois pour montrer son appartenance à la ville de Manchester. Il marque en janvier contre West Ham et va rencontrer Aimé Jacquet. Parce que oui, il faut pas l'oublier, mais du coup, plus de foot égale plus d'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus fait le déplacement pour une mission bien importante, discuter et surtout proposer à Cantona de revenir en équipe de France. Les Bleus ont réussi à se qualifier pour l'Euro 96 et en plus, cet Euro-là va se passer en Angleterre, chez Eric. Et nous arrivons sur ce qui va être le plus grand mystère de cette vidéo. Eric refusa l'appel du pied d'Aimé Jacquet. Pourquoi? On n'aura jamais la réponse. La seule chose qu'on sait, c'est que ça sera le plus gros regret de sa carrière.
Parenthèse terminée, ça cassait un petit peu l'ambiance, on retourne à Manchester. 4 buts en 4 matchs, un United à la traîne mais qui se remet quand même à gagner. 8 victoires d'affilée, ils reviennent à 4 points des Magpies. Newcastle reçoit Manchester United. Victoire des Reds, ils sont plus qu'à 1 point même si Newcastle a encore un match de retard. Là, ils jouent avec la peur au ventre. En Cup, Cantona élimina Southampton presque à lui seul. Il sauva son équipe à la 93e minute face à Trippier. Le match suivant, il marqua face à Arsenal, il marqua face à Tottenham, il marqua face à City, il marqua contre Coventry. Il portait l'équipe à lui seul. United était maintenant premier de Première Ligue et toute l'Angleterre était choquée. Parce que Newcastle, c'était de loin la plus belle équipe de la saison. Manchester avait pas mal déçu, il y avait trop de jeunes. C'était totalement illogique de les voir là. Et ils étaient juste portés par un homme en état de grâce. Cantona. He's away. Now what's he gonna do? There is your answer. United finit une nouvelle fois par gagner 5-0 face à Nottingham Forest grâce à un Cantona magique. Cantona. Still Cantona. Avant de terminer par une victoire 3-0, Manchester United est de nouveau champion d'Angleterre. La pauvre équipe de Newcastle est écœurée. Cantona est de nouveau élu meilleur joueur de la saison en Première Ligue alors qu'il a commencé qu'en octobre. Et que les personnes qui ont voté, c'est les mêmes journalistes qui l'ont dézingué après son coup de pied. Un retour légendaire presque du jamais vu dans l'histoire du ballon rond. Et j'ai même pas le temps de finir ma phrase que United a déjà rendez-vous avec la finale de la FA Cup face à Liverpool pour un nouveau potentiel doublé. Je vous rappelle que c'est rare à l'époque. Vous voulez vraiment savoir comment ça a fini? Le mieux, je pense, c'est que je me taise. James can only fist it. It comes for Cantona! I don't believe it! You just couldn't write this script. That's it! Manchester United have done it! The hero is Eric Cantona! Nouveau doublé, 19 buts alors qu'il a commencé sa saison après tous les autres. Cantona était plus que jamais le meilleur joueur d'Angleterre, le king, le seul. Pendant qu'en France, on ne parlait que d'un potentiel retour en équipe de France, qui on le savait n'arriverait jamais. Les Bleus finiraient par sortir en demi-finale de l'Euro, au tir au but, ne cadrant pas un seul tir, manquant cruellement d'un attaquant, et y sortir à Old Trafford. Évidemment, comme chaque année, il va aller prendre son petit Charity Shield, en ayant été une nouvelle fois élu homme du match. Il marque en championnat et tout le monde se dit que United va finir par être champion d'Angleterre une nouvelle fois. Parce que quand Cantona joue en Angleterre, il est champion à la fin de l'année. C'est un théorème très fiable. Donc l'objectif de Manchester United, ça a été non pas la suprématie en Angleterre, ça a été la suprématie en Europe. Ils veulent la Ligue des Champions. Les matchs passent et Cantona alterne entre performances éblouissantes et matchs assez moyens. A noter quand même une victoire 4-0 à l'extérieur face à Leeds, qui lui permit quand même de faire virer Wilkinson, l'entraîneur qui était toujours à Leeds. Une vengeance bien parfaite, mais on sentait quand même dans ses performances qu'il était un peu moins passionné que 6 mois avant. En gros, je traduis, ça lui arrive de rater des matchs, ce qui n'était pas le cas avant. Un Cantona avec quelques kilos en plus, changé mais capable de merveilles comme face à Sunderland, avec un piqué légendaire. En Europe, il y avait aussi des victoires et des défaites, mais ils arrivent à sortir de leur poule. Voilà pas la meilleure des saisons, mais Manchester fait le taf. À côté du foot, Eric s'investit de plus en plus dans sa future vie. Avec des pièces de théâtre, du cinéma, des films, il prend part à des sociétés de production. Mais il reste toujours focus sur son objectif Ligue des Champions. En quart de finale aller, Manchester tape Porto 4-0 à Old Trafford avec un Cantona grandiose. 0-0 au retour, Manchester est en demi-finale. Et ce coup-ci, il tire Dortmund. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se passa pas comme prévu. Ils ratèrent un grand nombre d'occasions au match aller, perdirent 1-0, vraiment dommage. Quelques jours plus tard, le 12 avril, United joue face à Blackburn. Cantona marque et personne ne le sait, mais ça sera là le dernier but de sa vie avec Manchester United et le dernier but de sa carrière de footballeur. Au match retour face à Dortmund, il foira totalement son match, manquant des actions qu'il avait jamais ratées dans son royaume. Manchester fut éliminé, une désillusion terrible, et même si le club fut une nouvelle fois sacré champion d'Angleterre, ce titre avait pas trop la même saveur. Perdant son amour pour le foot, Eric Cantona annonça la fin de sa carrière. Épuisé par les médias, par son quotidien de footballeur, et surtout appelé par d'autres envies un petit peu extérieures au monde du sport, les fans apprirent tout ça le dimanche 18 mai, et ce fut pour tout un sport, un jour de deuil. Mais depuis, qu'est-il devenu? Je peux vous dire qu'il est devenu un tas de choses. Il a divorcé d'Isabelle, mais s'est remarié quelques temps plus tard avec Rachida Brakni,
avec qui il semble très épanoui aujourd'hui, il a quand même continué un petit peu son parcours dans l'univers du foot, entre joueur de beach soccer et directeur sportif du Cosmos de New York, mais il a quand même bien écarté le football de sa vie pour se consacrer au cinéma, à l'art et au théâtre. Véritable icône qui déchaîne les foules autant que les médias, on le voit souvent apparaître à la télé ou dans des publicités. Pubs qui sont selon moi juste exceptionnelles. Rien que le fait d'entendre quand on a parlé, ça te donne envie d'acheter le truc. Pepsi, petit prix, grande classe. Vous aussi devenez le king. Nouveau déodorant invincible. Ça vient naturellement. T'as pigé? C'est ça l'effet du thé. Lipton Ice Tea, ressource-toi. Il a toujours suscité directement quelque chose en nous. Sa marionnette des Guignols est presque aussi légendaire que lui. Un garçon avec un charisme naturel quasiment inégalé. Un personnage finalement très humain, pour peut-être parfois qui n'a jamais cessé de dire ce qu'il pensait, en se foutant bien au passage de ce que ça allait pouvoir engendrer. Il incita par exemple les Français à boycotter les banques en 2011 et prend régulièrement la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer des inégalités comme par exemple en apportant souvent son soutien à la Palestine. Malgré tout, Eric Cantona ça reste parfois un mystère et tout n'est pas toujours explicable, mais c'est ce qui fait son charme. Alors si on devait finir cette histoire par quelques mots, il faudrait dire que Cantona a été la première vedette de la première ligue que vous connaissez aujourd'hui, le championnat le plus suivi de la planète. Ensuite il faut aussi se dire qu'à Old Trafford, les fans chantent toujours en son honneur, plus de 25 ans après l'arrêt de sa carrière, et ça j'ai beau réfléchir, je trouve pas d'autre exemple. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas qu'avec le lien en description, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts. À vous le contenu exclusif disponible seulement dans d'autres pays. C'est dispo sur 7 appareils simultanément et c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et moi je vous dis à très vite, et cette fois-ci c'est vrai, vraiment très vite, parce que dans tous les cas, dans quelques jours, il y a un euro qui arrive. Allez, ciao!